Bonjour et bienvenue à l'émission Un toit pour tous, présentée par des élèves de l'Athénée royal du Clein et de l'Athénée royal de Jambes. Une vingtaine d'élèves se sont rendus dans plusieurs centres d'accueil de migrants. Là-bas, ils ont rencontré et posé des questions à de nombreuses personnes ayant des opinions diverses sur la situation. Parmi ces centres, nous avons eu la chance d'en visiter deux. Le premier est le centre de la Croix-Rouge de Belgrade, près de Namur, et le deuxième est le centre d'accueil des mineurs étrangers non accompagnés, près d'Uccle. Nous avons également eu l'occasion d'assister à un cours de français langues étrangères à l'école de Froidebise à Namur et de visiter l'ASBL convivial qui aide les réfugiés à trouver des logements. L'émission continuera avec l'interview de la ministre Frémaux qui exprime sa vision sur l'accueil des migrants. Pour terminer, nous recevrons deux invités, Alexandre Serron, qui travaille à Médecins du Monde, et Odile, citoyenne engagée dans l'hébergement de migrants et volontaire à Médecins du Monde. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un migrant ? Qu'est-ce qu'un réfugié et qu'est-ce qu'un demandeur d'asile ? Un migrant est une personne qui quitte son pays pour aller vivre ailleurs. Pour certains, ce départ est volontaire, d'autres estiment n'avoir pas le choix car ils subissent dans leur pays d'origine des difficultés économiques ou d'autres problèmes. Un demandeur d'asile est un terme juridique qui désigne une personne qui cherche à obtenir le statut de réfugié dans un pays autre que le sien. Enfin, réfugié est une personne qui craint avec raison d'être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Cette personne est hors de son pays et ne peut ou ne veut ne réclamer la protection de ce pays et ne peut ni ne veut y séjourner. À présent, nous allons passer la parole à Gaëlle. Nous avons voulu comprendre le parcours des demandeurs d'asile arrivant dans notre pays. Pour cela, nous sommes allés à leur rencontre au centre de la Croix-Rouge à Belgrade. Entre histoires touchantes et extrêmement dures en passant par des récits tout bonnement incroyables, nous avons été surpris par leur vécu et avons fait de belles rencontres. Nous nous sommes rendus au centre d'accueil Croix-Rouge de Belgrade où peuvent vivre jusqu'à 300 personnes. Nous en avons rencontré quelques-uns, ainsi que Marie-Xavier Lecuy, membre du collectif citoyen solidaire de Namur. C'est un centre de la Croix-Rouge où les demandeurs d'asile passent leur temps, tout le temps de la procédure, c'est-à-dire entre le moment où ils ont introduit une demande d'asile et le moment où ils reçoivent une réponse positive ou négative, donc ils deviennent réfugiés ou alors ils sont refusés. Lors de notre visite, les habitants du centre nous ont accueillis comme si nous-mêmes nous étions des demandeurs d'asile. Un des élèves nous raconte son ressenti. C'était assez surprenant parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, mais je trouvais ça très intéressant de vivre ce que les réfugiés ont vécu dans leur accueil en Belgique. Après cet accueil, les résidents nous ont raconté leur voyage et leur vie dans le centre. Il est accepté, mais il y a d'autres qui ne sont pas acceptés, qui ont négatif, qui passent par les recours. Il y a d'autres qui sont passés même par les recours et qui n'ont pas eu. Nous avons eu la chance d'avoir un témoignage de Sidika. Je suis venu ici le 14 janvier passé. Oui. Mais c'est un peu difficile comme parcours parce que c'est long de traverser des frontières et tu es parti avec peu de moyens. C'est très dur, mais quand tu as des objectifs devant toi, je pense que tu peux y arriver, quoi. Si ce sont des autres raisons, parce que vous n'avez pas la bonne religion et que dans votre pays on vous persécute rien que parce que vous avez cette religion ou ce groupe ethnique-là ou cette orientation sexuelle-là qui n'est pas acceptée dans votre pays, alors là, ça peut être quelque chose de plus profond. Après cette sensibilisation, nous avons découvert le reste du centre. En travaillant, ils peuvent obtenir des jetons qui sont la monnaie du magasin. Nous avons été voir ce magasin où ils reçoivent à leur arrivée un nécessaire de vie. Il y a une bibliothèque où certains résidents apprennent le français. À notre déception, nous avons appris la fermeture imminente du centre de Belgrade. On n'a pas souvent l'occasion de rencontrer un MENA, c'est-à-dire un mineur étranger non accompagné. C'est pourquoi recueillir le témoignage de l'un de ces jeunes migrants a donc été pour nous une expérience enrichissante que nous allons vous présenter. Nous sommes rendus au centre des mineurs étrangers non accompagnés situé place Saint-Job. Ce centre accueille actuellement 57 jeunes. Le but de cette visite était d'en apprendre plus sur leur arrivée, leur suivi et leur intégration dans notre pays. Pour commencer, nous avons interviewé Guillermo Gomez, référent au MENA. Ça veut dire que pour chaque jeune, je vais les suivre au niveau de la scolarité, je vais les suivre au niveau de la santé aussi, au niveau des activités, essayer de trouver des activités, aussi de l'écoute, parce que c'est des jeunes qui sont seuls ici et qui auront besoin qu'on soit avec eux régulièrement pour pouvoir discuter avec eux. Est-ce que c'est difficile ou pas? Une des premières choses, c'est la langue. Effectivement, on a des jeunes afghans qui ne parlent pas du tout la langue.
Mais on arrive à se débrouiller. On essaye de leur apprendre parce que voilà, la chambre, il faut la nettoyer quand même de temps en temps et l'arranger un peu. Voilà, c'est des choses du quotidien. Lors de cet après-midi, nous avons eu la chance de pouvoir parler avec un MENA âgé de 15 ans, originaire de Côte d'Ivoire. J'ai décidé de quitter la Côte d'Ivoire. J'ai vu que mes parents ne pouvaient plus s'occuper de moi. Si j'y restais, j'allais devenir un délinquant volé. Moi, je vais risquer ma vie. Parti de Côte d'Ivoire, il va devoir traverser de nombreux pays et la Méditerranée dans des conditions extrêmes. Il a passé 4 jours dans le désert, 2 semaines sans boire ni manger, 1 an sans nouvelles de ses parents et en a gardé des blessures physiques et psychologiques. On rigole beaucoup, on est à l'aise quoi, on est à l'aise, ils s'occupent bien de nous, on mange bien. Une fois atteint la majorité, les jeunes doivent quitter le centre pour poursuivre leur démarche ailleurs. Nous nous sommes rendus compte qu'il était parfois difficile pour le personnel de les voir s'en aller. Mais le centre aura fait de son mieux pour les préparer à la suite. Nous nous sommes posé la question de ce qui était mis en place pour les personnes ayant obtenu le statut de réfugié. C'est pour cela que nous avons décidé de rencontrer les représentants et les bénéficiaires de l'association Convivial. L'ASBL Convivial est un organisme qui accompagne les réfugiés reconnus depuis leur installation autonome dans un logement jusqu'à la réalisation d'un projet personnel. Nous sommes allés à l'ASBL Convivial. Cette association a pour objectif principal de pourvoir aux besoins des réfugiés de manière à ce qu'ils puissent reconstruire une nouvelle vie. Ils accompagnent les réfugiés en leur trouvant un logement. Nous avons rencontré Louisa qui a accepté de répondre à nos questions. Elle travaille dans le secteur logement de l'association. Dans un centre d'accueil, ils ont un temps limité pour trouver un logement. Ils ont 2 mois, bien évidemment, avec une possibilité de prolongation d'1 mois. Donc, ils sont souvent pressés par le temps et parfois, malheureusement, ils viennent vraiment à la limite de la date d'échéance. Donc, on doit pouvoir les aider au mieux, en tout cas pendant cette période-là. C'est difficile pour eux de trouver un logement dû à la discrimination, au manque de moyens et au problème de la langue. C'est pourquoi ils se tournent vers Convivial. Au CPAS, d'entre 30 et 40 jours, le temps que ça passe au comité. Donc pendant ce temps-là, ils n'ont pas, on va dire, de quoi manger. Donc Convivial a la possibilité de les aider aussi par des colis alimentaires et aussi une aide matérielle, donc par exemple des matelas, etc. On a tout ça grâce aussi aux dons de particuliers. Convivial reçoit 2000 personnes par an. Un autre axe de Convivial est sur le soutien à l'insertion socio-professionnelle, encore une fois pas pour remplacer Actiris et tous les services qui vont épauler les réfugiés à réfléchir à formation-emploi, mais pour être un tremplin vers ces services, l'orientation vers des cours de langue, des cours d'intégration citoyenne, que nous appelons Ma Place en Belgique, qui permet de mieux comprendre comment fonctionne la Belgique, et des informations sur tout ce qui existe comme relais vers des formations qualifiantes, les équivalences de diplômes. Nous avons rencontré Sam Fatoumata Hélène qui nous a expliqué les activités dont elle bénéficiait. Vous savez, j'ai déjà mon logement et tout. Maintenant, je suis les cours d'intégration ici et les cours d'informatique. Ils organisent par exemple des tables de conversation entre réfugiés et Belges. Alors ils nous apprennent comment vivre ici, comment s'intégrer en général. Souvent on a des sorties culturelles qui est vraiment chouette. Un troisième type d'activité, plus axé sur la société belge, ce sont des activités qui promeuvent l'information et la sensibilisation du public belge à qui sont les réfugiés. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Et également le développement de dynamiques qui permettent à la population résidente, principalement à Bruxelles, qui le désire, de rencontrer et partager des passions, des intérêts ou du soutien de proximité avec des réfugiés. Convivial ouvre également ses portes à ceux qui désirent en savoir plus sur la situation des réfugiés, notamment par des formations. Finalement, cette association œuvre pour créer des liens et faire tomber les frontières culturelles. Après plusieurs rencontres avec des migrants qui sont ici depuis peu de temps, nous avons été étonnés de leur français. Nous nous sommes demandé comment ils l'ont appris et nous avons donc participé à un cours de français à l'école de Froidebise, en centre Alpha Fleu, français langue étrangère. Je m'appelle Nada, je suis irakienne, j'habite à Salzine. Je m'appelle Hadan, je suis somalienne, j'habite à Namur. Je m'appelle Samet, je suis albanais.
Nous nous sommes rendus à l'école Defroy de Bise, où des personnes ayant la nationalité belge depuis peu, mais aussi des réfugiés, tentent d'apprendre le français à un niveau alpha pour une bonne intégration en Belgique. Ici dans l'école, je m'occupe principalement des personnes primo-arrivantes qui ont peu ou pas été scolarisées. C'est la différence, si tu veux, entre l'alpha et le FLE. L'alpha concerne des personnes peu ou pas scolarisées, le FLE concerne des personnes qui ont été scolarisées. Nous avons été agréablement surpris quand nous avons vu les élèves apprendre en s'amusant malgré les religions et les nationalités différentes, ce qui pourrait parfois rendre la situation compliquée. Il y a des personnes qui sont depuis peu de temps sur le territoire, qui ont acquis le statut de réfugié, donc qui bénéficient du revenu d'intégration au CPS. Et on a aussi des personnes, si tu veux, qui sont là, parfois depuis plusieurs années en Belgique, tu vois, et qui ont eu des difficultés ou qui ont difficile à trouver du boulot et qui ont encore des obligations d'apprentissage de la langue. Et qu'est-ce qu'on fait avec le sujet, le verbe? On fait une phrase. Une phrase. Magnifique. Quand je venais en Belgique, je ne connais pas parler français, je ne connais pas une autre langue. Je venais en Belgique, toujours je viens à l'école, je prends français. Tout le monde se respecte. Ici, c'est bien pour parler créole, lire français. C'est pour moi un peu difficile. Tu viens d'arriver, hein, Joey. Je connais un peu français. Moi, je trouve que tu te débrouilles pas mal du tout. Hein. Toujours, je parle avec mes amis, ils parlent français. C'est bien pour moi. Robert utilise plusieurs méthodes pour leur apprendre le français. Ils regardent des films, discutent des sujets d'actualité et apprennent les choses basiques sous forme d'animation. C'est donc un bon moyen de se faire des amis, tout en apprenant le français et la culture belge, pour pouvoir dans le futur vivre sans difficulté linguistique. Nous avons rencontré Céline Frémaux, la ministre bruxelloise du logement, de la qualité de vie et de l'aide aux personnes. Elle s'est d'abord exprimée au sujet du logement pour les personnes précaires et sans-abri. Et grâce à sa casquette du logement, elle a pu mettre en place ses compétences et s'occuper de l'accueil des migrants et de leur hébergement en Belgique. Moi, j'étais très inquiète dès le début de l'été 2015, quand il y a eu les premières occupations dont on a eu état au niveau du parc Maximilien. Mon inquiétude était double. C'était d'abord par rapport à la politique fédérale qui est très serrée, c'est la moindre chose qu'on puisse dire, et surtout le fait qu'on allait devoir nous réagir, puisque nous, on considérait que l'offre qu'on faisait pour le dispositif hivernal devait être inconditionnelle, donc pas liée à la question des papiers. Et donc j'ai rencontré très rapidement, au mois d'août, les associations qui s'occupaient des migrants à Bruxelles, dont Convivial, les mineurs non accompagnés aussi, pour voir avec eux comment est-ce qu'on peut faire. Et en fait, j'avais justement une petite poche d'argent en logement qui me restait. Elle n'était pas si petite que ça, c'était quand même 500 000 €. Et donc j'ai décidé que cet argent-là, je le donnerais en fait aux associations qui travaillent avec les migrants. Pourquoi? Parce que à l'époque, je parle de 2015, on avait une vague de migration qui est différente de celle d'aujourd'hui, qui était une vague de migration qui naît Syrie, Irak, Afghanistan. Et donc, notamment par rapport au profil Irak-Syrie, on savait qu'il y avait pratiquement 70% des migrants qui allaient être reconnus comme réfugiés politiques. Et donc, à un certain moment, ces personnes, une fois qu'on a beau vouloir les mettre dans des centres à gauche et à droite, elles vont chercher un logement. Et donc j'ai utilisé ma casquette logement pour travailler avec les associations de migrants en leur disant « je vais vous subsidier des postes de personnes à engager. Comme ça, quand les personnes auront tous leurs papiers en ordre, vous serez prêts dans 6 mois à répondre à la demande de logement. » Donc au début, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes, mais je savais que 6 mois après, une fois qu'il y avait les reconnaissances de réfugiés politiques, il fallait pouvoir les loger. Il y avait quand même un certain nombre de personnes qui étaient là. On a ouvert aussi un endroit pour les familles en errance. À Bruxelles, on remarque des résultats mais extraordinaires. On a 70% des personnes qui sont passées par ce centre de famille en errance qui aujourd'hui sont stabilisées dans le logement, les enfants vont à l'école, donc on a vraiment vu que ça fonctionnait. Et donc on a essayé de mener toutes des politiques sociales et de logement qui soient constamment entremêlées et sans du tout occulter la question de la migration. L'Europe est une Europe entre guillemets vieille, et donc ne pas réfléchir à la question de la migration, c'est passer à côté de toute une série d'opportunités pour les États, pour toute une série de raisons aussi. À présent, nous accueillons nos invités sur le plateau. Bonjour Odile, bonjour Alexandre, bienvenue sur le plateau de Un toit pour tous. Odile, pouvez-vous vous présenter?
Donc je suis Odile et je suis hébergeuse depuis septembre 2017. Et j'ai choisi d'héberger parce qu'une amie est allée au parc et a ramené un migrant chez elle. Et elle m'a dit, écoute, c'est terrible ce qui se passe. Et donc j'ai commencé à héberger et ça ne s'est pas encore arrêté pour plein de raisons. Et j'héberge toujours les mêmes personnes, ou quasiment toujours les mêmes personnes, voilà, qui sont d'origine soudanaise pour la plupart. Alexandre ? Oui, ben voilà, Alexandre Seron, je travaille à Médecins du Monde, je m'y occupe de communication et de récolte de fonds. Donc Médecins du Monde, c'est une ONG, récolte de fonds parce qu'on a besoin de financement pour assurer notre indépendance et notre travail, et communication parce qu'on veut faire comprendre à la population belge notre travail. Et notre travail, pour retenir 3 éléments, c'est d'abord, comme nous sommes Médecins du Monde, la première chose que nous faisons, c'est nous soignons. Les plus vulnérables, les personnes en difficulté, les migrants par exemple, on les soigne. Puis après, pour retenir un deuxième élément, c'est on cherche à porter leur voix. Les migrants, comme tu l'expliques aussi, ont des choses à nous dire, on veut les entendre et on veut surtout que nos politiciens, les décideurs, les entendent pour essayer d'un peu orienter leurs décisions politiques. Et la troisième chose, c'est celle-là. On souhaite que les politiques prennent leurs responsabilités et changent une situation qui, à nos yeux, est insupportable. Alexandre, vous revenez récemment d'un voyage en Grèce où vous avez visité un camp de réfugiés. Alors, vous pouvez nous raconter comment ça se passe là-bas? Quelle est la situation? Alors c'est évidemment très compliqué à expliquer. Donc oui, j'étais en Grèce pour essayer d'un petit peu documenter le travail que Médecins du Monde fait là-bas. Dans un des multiples camps, on est actif dans une dizaine de camps de réfugiés. Dans chacun de ces camps, ce que nous y faisons, comme d'ailleurs ici en Belgique, on a des médecins, on a des pédiatres, on a des psychologues, on a des infirmières qui sont là pour essayer de répondre aux premiers besoins de santé des migrants. Donc il faut vous imaginer des gens qui viennent d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, de la Corne de l'Afrique, très souvent à pied, qui arrivent, quand ils arrivent en Grèce, sont dans une situation en termes de santé qui est catastrophique. Et ce que nous y faisons, nous cherchons à les soigner. La situation des migrants en Grèce, c'est une situation où sur une île comme l'île de Samos, qui a 45 000 habitants en temps normal, aujourd'hui, il y a entre 10 et 12 000 personnes en plus qui sont des migrants, et qui sont là un peu dans une situation intermédiaire, qui ont fait tout ce chemin, qui sont passés par la Turquie et qui sont stoppés en Grèce, dans des camps. Ils sont parfois fermés, donc ils sont parfois enfermés dans ces camps. Ils n'ont pas de liberté de mouvement si ce n'est dans le camp. Et ils attendent le bon vouloir des États européens, l'Allemagne, la France, qui va respecter ses engagements et dire « Ah, moi je suis d'accord de enfin prendre, alors que je m'y étais engagé il y a 2 ans, quelques centaines de migrants. » Donc c'est une situation en termes humains qui est insupportable. On a des gens, des hommes, des femmes, des familles, des enfants qui sont dans des camps, parfois privés de liberté et qui attendent, qui sont dans une situation psychologique extrêmement compliquée. J'ai en tête un témoignage d'une femme qui m'explique, c'est une grand-mère, elle a plus de 70 ans, elle est avec sa petite fille qui a 5 ans, elle est de Syrie, qui a fait tout ce chemin à pied et qui ne sait pas, ni pour elle, ni pour sa petite fille, ce dont demain va être composé. Et donc en termes psychologiques, c'est très lourd. Et puis après, il y a d'autres aspects aussi en termes de santé physique qui sont très compliqués. Donc la situation en Grèce, pour retenir un élément, c'est une situation extrêmement complexe où la Grèce n'est pas la seule à essayer de répondre à cette situation, mais dont il y a une responsabilité collective au niveau européen qui pourrait permettre à ce que cette situation soit un peu plus humaine. Ici en Belgique, on parle beaucoup de la crise migratoire depuis 2015 et du parc Maximilien à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est mis en place pour aider les migrants et pour les loger? Alors l'hébergement des migrants se fait à partir effectivement du parc Maximilien, où chaque jour il y a 250 migrants qui sont logés par des citoyens. C'est très important de savoir ça, mais maintenant que le plan hiver est terminé, les 220 personnes qui se trouvaient à la porte du Lys sont également maintenant dans la rue. Et donc la charge est 2 fois plus grande. Donc la semaine passée, il y a eu 546 migrants qui ont été accueillis chez les citoyens. Donc ce qui est important de savoir, c'est que est-ce que ce mouvement va continuer dans le temps? Parce que ça devient très compliqué au niveau des migrants. Les migrants partent moins en Angleterre, parce que le but d'un migrant, c'est d'arriver quand même en Angleterre. Et donc, c'est compliqué. Mais les citoyens sont là et restent là. Et tous les jours, les gens qui le demandent sont hébergés, ce qui est très important. Et donc par rapport à ça, moi j'ai voulu avoir une action un peu plus complète, et c'est comme ça que je suis devenue volontaire au hub de la Gare du Nord, où là j'accueille les migrants qui ont besoin des services qui sont mis en place par Médecins du Monde. Il y a donc 2 éléments. Le premier, c'est de pouvoir héberger les gens pour ne pas qu'ils passent la nuit dehors.
On sait très bien en termes de santé que toute personne qui a un toit au-dessus d'elle sera en meilleure santé qu'une personne qui n'en a pas. L'action qui est menée par la plateforme citoyenne chez des citoyens, donc des personnes, des individus, des hommes, des femmes, ou bien à la porte d'Ulysse, est brillantissime parce qu'on voit que les personnes qui ont un toit au-dessus d'elles sont en meilleure santé quand on les reçoit la journée, puisque la journée, Médecins du Monde et d'autres acteurs ont ouvert à la gare du Nord une possibilité de recevoir des soins, de recevoir un accompagnement psychologique, de recevoir des conseils juridiques, puisque parfois ces personnes, c'est vrai, veulent continuer leur route, mais parfois elles souhaitent aussi avoir des informations sur quels sont leurs droits quand elles sont en Belgique, et elles ont des droits. Parfois, elles ont aussi besoin de vêtements, donc il y a de la distribution de vêtements. Il y a beaucoup d'orientation qui se fait vers d'autres acteurs, sur Bruxelles et ailleurs, pour qu'en fonction de leurs besoins, ces personnes puissent finalement essayer de construire des réponses. Il y a ça qui se passe à la gare du Nord, c'est le hub humanitaire, où il y a plusieurs acteurs, la plateforme citoyenne, la Croix-Rouge, il y a Oxfam, il y a Médecins du Monde et d'autres. Et puis alors après, il y a d'autres actions qui se font aussi, puisque dans les gares, et sans ni jugement ni discrimination, finalement, peu importe le parcours qui fait que des personnes sont dans des gares et qu'ils cherchent d'une façon ou d'une autre à survivre dans ces gares-là, mais on développe aussi, avec un dispositif mobile qui s'appelle le Medibus, on développe aussi des équipes mobiles qui vont sur place à la rencontre des gens, puisque une chose est de venir à la rencontre des espaces qui sont ouverts, comme le hub, comme au parc, la plateforme qui chaque soir est là, et autre chose est aussi d'aller à la rencontre de personnes qui forment des petites poches, des petits groupes qui parfois ne sont pas nécessairement conscients des possibilités qui leur sont offertes. Et là, on cherche de nouveau avec une accueillante, avec une infirmière, avec un médecin, à répondre aux besoins premiers. Quand ce sont des besoins qui sont plus importants, alors on cherche à accompagner ces personnes vers des hôpitaux. Des maladies chroniques demandent plusieurs rendez-vous, demandent des prises de médicaments, demandent un suivi. Et on essaye de proposer aussi ce type de service. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer en Belgique pour l'accueil des migrants ? En tant que citoyenne, j'attends que les politiques prennent leurs responsabilités, même si, en tant que citoyenne, je serai toujours là aussi pour les migrants. D'abord, je pense que chacun peut jouer un rôle, et c'est ce que vous faites aussi ici. Donc il faut continuer à parler de la situation. Et ce n'est pas une crise. 500 personnes, ce n'est rien du tout à l'échelle de la Belgique. Trouver une réponse pour 500 personnes qui sont dans la rue, c'est pas problématique. Évidemment, il y a ceux qui veulent en faire un problème et qui vont grossir la réalité, qui vont sans cesse parler d'un élément. 500 personnes, ce n'est rien. Et qui vont en faire peut-être à leurs yeux un problème et qui vont contribuer à un moment donné à ce qu'on se fasse une fausse idée de la réalité. La réalité, c'est 500 personnes qui demandent simplement ce à quoi elles ont droit. Un toit, des soins, éventuellement de l'éducation pour leurs enfants quand elles sont là de façon un peu plus longue. Donc le premier élément, c'est continuer à parler de la situation et de faire en sorte que chacun, on essaye de rétablir un peu la réalité. Et que parfois on ramène les choses là où elles sont à mettre. Donc on n'est pas en train de parler d'un problème, on n'est pas en train de parler d'une crise. Après, il y a le deuxième élément, c'est effectivement d'avoir des relais. Et c'est intéressant parce qu'en 2018 et en 2019, on est dans des années électorales. Et donc c'est d'essayer d'avoir des relais pour faire en sorte que des messages liés à l'hospitalité, liés à l'accueil, liés à la santé, puissent passer dans des programmes politiques, éventuellement dans des déclarations de politique au niveau communal, et que les communes qui se sont déclarées hier communes hospitalières, demain, agissent l'hospitalité par rapport à ces populations qui sont sur leur territoire. Et là aussi, on a chacun un rôle à jouer, puisque les politiques ne se bougent qu'à partir du moment où on fait une masse critique suffisante. Et donc, ce qui peut être fait au niveau de chacun d'entre nous, c'est de passer de l'indignation à l'engagement, et donc bienvenue parmi nous. Je voudrais juste ajouter aussi mon petit mot, c'est que ce qui se passe au niveau de l'hébergement citoyen est quelque chose de grandiose. Et là, on rencontre des gens de tous bords, de toutes confessions, et ça, c'est important parce qu'on voit que les choses bougent au niveau de la Belgique, et il y a quelque chose qui se fait au niveau des citoyens. Et là, peut-être que les politiques lâcheront enfin parce qu'ils voient qu'on est nombreux en face. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. 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 Nous arrivons à la fin de notre émission. Il est temps de faire un bilan sur ce que le projet nous a apporté. Tout au long de ces derniers mois, nous avons eu l'occasion d'approfondir sur la problématique des migrants. Ce projet nous a permis de mettre des visages sur les statistiques diffusées par les médias. Nous avons pu prendre conscience de leur quotidien et leur motivation de départ. Maîtriser les termes juridiques nous ont permis de mieux comprendre leur situation. Par ailleurs, à travers la rencontre de différents acteurs de terrain, nous avons pu constater qu'il existait différentes aides possibles tout au long de leur démarche. Il existe notamment des associations telles que Convivial et les cours de FLE qui permettent d'acquérir une meilleure autonomie.
Finalement, cette expérience nous aura donné envie de nous mobiliser et de donner envie à tout à chacun à s'investir dans des actions citoyennes.